Salut Kevin, Salut Simon, comment tu vas? très bien. Eh bah écoute, merci de nous rejoindre dans cet épisode du Shop des Titans. On va parler d'Engo. Engo qui est une marque de chaussures, enfin pas que d'ailleurs, mais t'en parleras un peu plus en détail. Aujourd'hui dans ce podcast, on va parler évidemment de e-commerce, on va parler aussi de crowdfunding, de stratégie e-commerce, de réseaux sociaux, d'omnicanalité, de stratégie produit et d'entrepreneuriat un peu plus au global. On va parler aussi d'éco-responsabilité. On a quelques questions sur le sujet. Vous verrez que c'est assez intéressant. En introduction, question très classique mais qui a son importance. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, donc Kevin, je suis le cofondateur de Ngo Shoes. Donc, j'ai créé la marque en 2017 avec mon associé Ronan, qui est aussi un pote. On se connaît tous les deux depuis le lycée. On vient de Nantes. Et la volonté de la marque dès le début, ça a été d'y mettre nos valeurs. Et c'est vraiment l'ADN RSE qu'a créé Ngo. Et qui a même motivé notre envie d'entrepreneuriat. Moi, pour faire un point vite fait sur d'où je viens, j'ai vu que tu fait étais comptable. Exactement, études de gestion et cabinet d'expertise comptable. Donc, ce qui me sert beaucoup aujourd'hui, mais qui n'a rien à voir avec la chaussure. Et vraiment, ce qui m'a motivé à entreprendre là où je ne pensais pas le faire, c'est y mettre mes valeurs et avoir un impact positif à travers ma boîte. C'est vraiment ça qui m'a motivé. Ouais, très cool. Quand tu présentes Engo très rapidement à quelqu'un qui te connaît pas, tu lui dis quoi? C'est quoi cette marque? Qu'est-ce qu'elle fait? Ça dépend de mon mood, si j'ai envie de rentrer dans le détail ou pas. Si tu devais dire en une phrase, tu vois? Si je dois le dire en une phrase, je dis que Ngo, c'est une marque de basket équitable, solidaire et éco-responsable. Ok. Ce qui sont nos 3 valeurs voilà, qu'on répète. Et si j'ai envie de développer un peu plus, je dis que le côté équitable, eh bien, c'est tous les fournisseurs avec qui on travaille en direct au Vietnam sans intermédiaire. Et mon associé vit au Vietnam et travaille chez nos fournisseurs avec nos fournisseurs. Et surtout, on a cette bande de tissu ethnique qui est tissée main et qui fait l'ADN et l'originalité de la marque. La solidarité, c'est qu'on reverse 2% de notre chiffre d'affaires pour construire des écoles au Vietnam. On a construit 7 écoles. Et l'éco-responsabilité, c'est les matières recyclées, tout ce qu'on va faire dans le produit et dans le recyclage du produit et la durabilité du produit qui va faire que la basket va générer moins d'impact carbone qu'une basket normale. Très cool. Tu parlais justement de 2017. Dans ce que j'ai lu, c'est que vous avez commencé à en parler assez sérieusement dès 2016, mais que vous avez mis 1 an pour la prod, enfin en gros pour commencer à avoir des premiers prototypes. Est-ce que tu te souviens et est-ce que tu peux nous raconter brièvement le moment où vous êtes tapé dans la main avec Ronan, ton associé, c'est ça? Pour lancer l'aventure. Vraiment le truc où tu dis ça y est, vraiment là on y va, c'est pas juste une idée comme ça. Ouais, je m'en souviens très bien puisque ça a été très vite. C'est-à-dire que Ronan et moi, on est des personnes d'action, je dirais. C'est-à-dire qu'on ne parle pas juste pour dire on aimerait faire ça. Si on dit on aimerait, on le fait. Ouais. Et donc, moi, je suis revenu d'un voyage pour le coup au Mexique où j'ai découvert un artisanat là-bas. Je suis revenu avec cette idée de artisanat, commerce équitable, projet solidaire, en gros, mais pas encore de chaussures. Je ne me voyais pas faire ça tout seul. Avec Ronan, on a beaucoup voyagé et notamment en Amérique latine ensemble. Donc tout de suite j'ai pensé à lui et lui revenait il travaillait au Vietnam pour une ONG et on a pris un verre aux 3 brasseurs de Saint-Sébastien-sur-Loire, c'est très précis. C'est très précis. Une bière ensemble où je lui ai parlé de ce truc commerce équitable, voilà. Donc ça a été le premier moment où dans un premier temps il m'a dit en vrai ça me chauffe mais j'ai candidaté pour repartir dans des ONG dans d'autres pays du monde donc je sais pas, voilà. Les choses ont fait qu'il n'a pas été pris pour ces projets-là. Et du coup, il est revenu vers moi vraiment quelques semaines après pour me dire en vrai, ça me chauffe. Et là, on s'est vu dans la maison de ses parents à Vertou où il m'a montré un foulard artisanal qu'il avait acheté au Vietnam. Il m'a dit il y a de l'artisanat au Vietnam. Moi, je parle la langue. J'ai envie d'y retourner. Donc, si tu veux, j'y retourne et on acte les choses. Et go, ça s'est fait comme ça. Et genre, 1 mois après, il était retourné au Vietnam. Donc entre la bière et le retour au Vietnam, il s'est passé, je pense 2 mois, 3 mois maximum. Ouais, donc ça a été rapide. Et donc j'ai lu aussi sur le site que donc c'est Ronan qui découvre en fait les tisserands au Vietnam, qui font aujourd'hui les je sais pas comment on dit, les tissus ethniques. Les motifs, voilà, Ouais. les tissus ethniques sur vos chaussures.
alors c'est lui qui était, mais est-ce que tu te souviens de, ok, il arrive, il dit, bah, on va faire des chaussures, on est français, on va faire des chaussures, comment ça se passe, tu vois, ces gens, ils se disent, bah, coucou les amis, on va faire des chaussures, tu vois, enfin, c'est quoi ce moment qui doit être un peu bizarre de, bah, qu'est-ce qu'il a ce gars, tu vois. C'était bizarre. Alors moi, j'étais pas là. Moi, quand je suis arrivé, on avait déjà créé un partenariat, donc on va dire c'était moins bizarre. Ouais. Mais lui, en effet, il a été voir des coopératives. Donc, il faisait. Donc, il faut imaginer, c'est des vieux métiers à tisser en bois où elles sortent des motifs ethniques, des bandes de tissus qui, elles, à la base, servent pour faire des portefeuilles, tout un tas d'accessoires pour les touristes principalement. Et là, Ronan arrive, donc déjà, ils voient débarquer un Français dans leur coopérative au fin fond du Vietnam, qui parle vietnamien, c'est quand même assez rare. Ah ouais. Voilà. Et il leur dit, bah, nous, les motifs, ça nous plaît bien, mais on va mettre ça sur des chaussures, donc ce qui n'a jamais été fait. Donc, leur premier retour, ça a été méfiance. Ils l'ont pas pris au sérieux. Ouais. Et un truc que souvent je dis et qui illustre bien la chose, c'est que donc, quand tu vas là-bas, tu vas pas la journée, tu vas plusieurs jours, parce que c'est très loin et difficile d'accès. Et donc les premières fois où il y allait, il devait dormir dans une sorte d'hôtel dans le village d'à côté. Puis le temps avançant et le partenariat se faisant, ensuite elles ont dit, bah écoute, si tu veux, tu peux rester dormir dans le village. Mais c'était comme un guest, et donc il devait payer comme il paierait l'hôtel. Et la troisième étape qui a été vraiment quand on a bossé ensemble, bah, il était invité. Et donc moi, quand j'y suis allé, c'était le cas, c'est-à-dire qu'on dormait chez elle, sur une maison en pilotis. Alors c'est à même le sol, hein, c'est un truc très, très sommaire, mais on était invités, on payait rien, elle nous invitait, et même on partageait le repas avec elle, on était invités aux fêtes du village, et maintenant c'est ça, et c'est ça depuis des années. Mais voilà, il a fallu créer la confiance pour leur dire, en fait, on va faire du business ensemble. Et au Vietnam, ça marche beaucoup comme ça. C'est que ils s'en foutent de devenir potes avec nous, d'échanger avec nous. Ce qu'ils veulent, c'est faire du business ensemble. Quand ils ont compris qu'on allait faire du business ensemble et que c'était réel et tangible, là, la relation, elle a changé. Tu vas régulièrement, toi, du coup ? Alors, j'y allais une fois par an jusqu'au Covid. Ensuite, le Covid a fait que pendant 2 ans, Ronan, lui, pouvait y aller, mais moi pas. Et même Ronan a eu du mal à y aller. Il fallait vraiment des motifs professionnels et des preuves professionnelles. Et là, ça fait quelques années que je ne suis pas allé pour des raisons de famille et de naissance. On a compris. Mais j'y retournerai. Alors, question un peu qu'on a dû souvent te poser, désolé d'avance, mais je pense que ça va intéresser les gens. Pourquoi vous avez choisi des chaussures et pas autre chose ? Tu vois, pourquoi les shoes ? C'est une bonne question, puisqu'au moment où Ronan repart au Vietnam, on ne se parle pas encore de chaussures. Donc ça peut être du prêt-à-porter, ça peut être de la bagagerie ou autre chose. Les deux raisons, il y en a une, c'est la passion pour la basket, la sneakers. On était tous les deux avec Ronan et on voulait faire un projet plaisir et passion. Ouais, carrément. Et le deuxième, c'est que, ok, on avait les tissus, maintenant il fallait le mettre sur quelque chose et on voulait rester localement au Vietnam, donc s'appuyer sur un savoir-faire industriel vietnamien. Ouais. Et pour le coup, le Vietnam, c'est le plus gros pays de fabrication de baskets. Nike, Adidas, New Balance, toutes les marques sont là-bas. Si vous regardez vos baskets, ce sera made in Vietnam dans une grande majorité des cas. Et on pense souvent et on parle beaucoup de la Chine, mais c'est aujourd'hui le Vietnam qui a ce savoir-faire. Et c'est un savoir-faire parce que c'est extrêmement technique. Et donc on s'est appuyé tout simplement sur le savoir-faire. Et le réseau, les relations de Ronan ont fait que ça nous a amené rapidement vers ça, quoi. Ok, c'est assez logique au final. Ouais. Tout à l'heure, un peu en off, avant de démarrer, je te parlais de la partie crowdfunding, où je te disais, bah voilà, j'aimerais bien connaître certaines choses sur le crowdfunding que vous avez fait au tout début. En effet, je te disais, ça vous a amené des finances, mais à quoi ça a servi d'autre, tu vois ? Et en fait, tu m'as dit, bah en fait, on a fait d'autres crowdfunding, etc. Est-ce que tu peux nous raconter justement, pourquoi vous avez fait ce crowdfunding du début, à quoi il vous a servi, et par la suite, pourquoi en avoir refait ? Ouais. Donc le premier qu'on fait, c'est sur KissKissBankBank en 2017, et c'est notre premier chiffre d'affaires, c'est-à-dire que la première utilité, ça a été évidemment d'avoir l'argent en amont pour ensuite financer la production, donc limiter les risques et ne pas faire appel aux banques tout de suite, même si après, forcément, en développant de sa boîte, on doit faire appel à d'autres partenaires financiers. Et au-delà de ça, c'était notre étude de marché grandeur nature. C'est-à-dire que finalement, on a été assez vite entre le 3 brasses là, et puis le lancement du crowdfunding, il se passe 1 an. 1 an où on doit tout apprendre sur une chaussure, on ne sait rien, on doit designer nous-mêmes, on doit tout faire nous-mêmes, donc finalement c'est assez rapide. Et si c'est rapide, c'est qu'on a zappé quand même des étapes
d'études de marché, de business plan. C'était pas très approfondi. Donc finalement, notre étude de marché, c'était le crowdfunding, puisqu'on proposait notre produit avec des photos, des vidéos du produit réel, à un tarif avantageux, en précommande. Donc quelque part, si ça décollait pas, c'est que ça cochait pas certaines cases. Là, en l'occurrence, on a eu un peu plus de 17 000 euros. Donc en fait, on a fait nos premiers clients, même si c'est beaucoup tes proches et tes potes de proches. Mais au final, voilà, on a validé le produit face à une clientèle. Donc c'est ça que ça nous a servi. Et alors je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, plus de 300 personnes. Et ben ces 300 personnes, c'était 300 premiers clients. Donc ta première communauté, tes premiers ambassadeurs, tes early adopters, on les appelle comme on veut, mais en fait, c'est aussi à ça que ça a servi. Et ça, tu matérialises comment? C'est-à-dire qu'en effet, ça a créé une première communauté, mais est-ce que tu as ressenti que justement ces personnes qui avaient récupéré peut-être leur basket lorsque vous les avez produites, est-ce que tu as ressenti justement que c'était des ambassadeurs qui allaient vraiment chercher les gens pour leur dire regarde cette marque, etc. Enfin, est-ce que vous l'avez un peu ouais, clairement. monitoré? Alors, on l'a pas mesuré. Ouais. Parce que au début tu fais un peu tout et en fait tout ce qui est un peu KPI, stade, reporting, machin, au début clairement on faisait pas du tout parce que pas le temps trop dans l'opérationnel. Maintenant on le fait évidemment beaucoup plus, mais oui, ça a été nos premiers clients. Ils en ont parlé autour d'eux, ça a fait parler de la marque, surtout que dedans dans les 300 personnes t'as tes proches, ta famille, etc. Donc eux ils ont en plus un lien affectif qui fait que ça rajoute encore plus cette envie de parler de la marque. Et à l'époque, il y a une notion quand même qui est importante, c'est que c'était un peu les débuts du crowdfunding et que les médias relayaient les campagnes. Donc en fait, on a beaucoup été relayés par la presse locale principalement, jusqu'aux 20 minutes quand même, je crois, le 20 minutes national. Donc en fait, ça nous a fait de la visibilité. Là où en effet, tu disais, après on a fait d'autres campagnes de crowdfunding, sur Ulule cette fois-ci, où là, c'était devenu un peu plus commun et donc les médias relayaient moins. Mais nous, ça nous servait pour lancer une nouvelle collection. Et là, c'était moins pour le sujet financier, c'était purement de la com et du market. Ouais, c'était faire parler à travers Ulule et à travers la communauté Ulule. Parce que c'est ça aussi, c'est que j'ai parlé de nos proches, mais il y a aussi les campagnes qui nous mettent en avant et qui, de par leur communauté, nous apportent des nouveaux clients. Et en plus, on a toujours eu la chance d'être soit en homepage, soit dans la newsletter. Donc en fait, c'est de la visibilité, pas gratuite parce que ils prennent une com. C'est le hasard ou ils se disent que ça marche mieux, que ce type de projet fonctionne mieux? Alors de mémoire, c'est les deux. C'est-à-dire que la homepage, c'est un algorithme où plus tu performes, plus tu arrives sur la homepage. Okay. Donc c'est pas que du hasard non plus. C'est qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Et la newsletter, faut être dans la newsletter, faut les convaincre de te mettre dans la newsletter. Donc là aussi, il y a un sujet perf. Et tu vois quand tu es dans la newsletter, genre des petites jumps sur les adhésions clairement. Et tout. On l'a vu de fou. Alors, plus les campagnes avançaient, moins on le voyait. Il faut faire du lobbying auprès d'eux. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je me rappelle la première campagne sur Ulule. On a vu, mais généralement, tu as toujours un pic. Et ils le mettent généralement quelques jours ou semaines avant la fin. Et ça permet de refaire parler, de dire il reste que quelques jours. Et ouais, tu vois un énorme pic. Donc, il faut être dedans. Ouais. J'en parlais tout à l'heure, vous avez choisi les chaussures. Alors, dans les vêtements, en règle générale, c'est hyper compétitif, dans les chaussures aussi. Comment vous arrivez à sortir du lot? Qu'est-ce que vous mettez en avant pour justement un peu réussir à... Parce qu'en fait, c'était un peu le sujet de ma question tout à l'heure aussi, c'est vous avez choisi les chaussures, entre guillemets, vous ne facilitez pas forcément la tâche dès le début parce qu'il y a beaucoup de concurrence déjà là-dessus. Comment vous arrivez justement à dire non, mais nous on est différents pour justement tout ce que tu as évoqué sur la partie éco-responsabilité. Et est-ce que aujourd'hui vous arrivez à mettre en place d'autres choses aussi pour arriver à convaincre les personnes de bosser avec vous, d'acheter vos produits, pardon? Alors en effet c'est très concurrentiel. Quand on a fait une levée de fonds en 2023, c'est souvent ce que les investisseurs ou potentiels investisseurs nous disaient. Maintenant ce que je leur répondais, c'est si c'est concurrentiel, c'est qu'il y a un marché énorme et le marché de la basket c'est des milliards, donc tu peux être tout seul sur ton marché, mais c'est à toi de créer le marché et le besoin. Nous le besoin, tout le monde aura toujours besoin de chaussures et la basket est en vogue. Donc, on arrive sur un marché énorme. Maintenant, comment on se distingue? Alors, évidemment, on n'a pas la même force marketing que les Nike et compagnie. Donc, nous, on arrive sur un marché de niche qui est la mode responsable. Donc, on parle de nos valeurs. Et quand on parle de nos valeurs, en fait, c'est notre cœur parce que, comme je disais tout à l'heure, la marque s'est créée pour ça et grâce à ça.
Donc ça, c'est notre premier levier et ça l'est encore aujourd'hui. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que en fait, les gens, ils n'achètent pas des valeurs, ils achètent un produit. Donc, il faut aussi faire parler le produit. Et c'est là où on commence à recruter des gens à la com, au market, au design, etc. Et c'est là où on se rend compte que il faut qu'on se distingue par le produit. Et donc, finalement, cette bande de tissu ethnique qu'on retrouve sur les côtés de la chaussure, ça crée notre originalité. C'est clivant. T'aimes pas. Ouais. Mais c'est ce qui fait qu'on se distingue et qu'on n'est pas juste une basket blanche en matière recyclée, comme il en existe plein. Et nous, tu nous vois dans la rue, tu sais que c'est nous. Et en fait, on crée cette originalité par le produit. Donc ça, on a cherché à le garder. Et là, même maintenant, on se dit, OK, il ne faut pas qu'on se limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'attirer des gens qui viennent par les valeurs et qui, évidemment, valident le produit. Maintenant, on veut aller chercher des gens qui viennent par le produit et se disent, ah, cool, il y a des valeurs en plus, mais qui viennent par le produit. Donc pour ça, il faut taffer le produit et l'aspect mode de la marque, et donc l'identité de la marque et le positionnement de la marque. Et ça, c'est ce qu'on s'est attaché à faire depuis 1 an, avec le recrutement de personnes qui viennent de Paris et de la mode. Et ça se ressent déjà dans nos shootings, etc. Et ça influe direct, petit à petit sur le produit. Et là, à partir de 2026, c'est la première fois où il y aura des produits Ngo avec les motifs ethniques. C'est évident, c'est notre ADN, mais à un autre endroit de la chaussure que la partie centrale sur le côté de la chaussure. Ok, intéressant. J'allais te poser la question de est-ce que vous avez été tenté à un moment donné, comme les gens, enfin, sans doute certaines personnes, indirectement, c'est un peu ce que tu es en train d'exprimer, on dit ouais, c'est trop clivant, ça prend trop de place sur la chaussure. Est-ce que vous avez été tenté à un moment donné de le retirer, tu vois, puisque vous, au bout d'un moment, vous existez depuis 2017, vous commencez à être connu, vous pourriez vous dire bon, on n'a plus besoin finalement de ce tissu, tu vois. Est-ce que vous avez été tenté, vous vous êtes posé la question? Alors ça, en effet, on nous l'a dit plein de fois, les agents commerciaux, les magasins, enfin, mais à chaque fois, on se dit, mais non, en fait, c'est notre ADN. Donc oui, on pourrait les retirer, mais on perd nos valeurs. Donc ça, on l'a jamais envisagé de le retirer. Ce qui a été envisagé éventuellement, c'est de le faire de façon beaucoup plus discrète, mais le choix qui a été fait en tout cas à l'époque, de ne pas le faire, c'est de se dire, c'est ce qui nous différencie. Toi, on connaît le V de Veja, par exemple. Nous, c'est ça notre logo, notre marque, c'est vraiment ça. Donc, on va garder ce côté-là pour se faire connaître à travers ça. Et c'est seulement maintenant, après 8 ans, où on se dit, OK, on va taffer le truc différemment, en les gardant évidemment, mais en les faisant travailler sur la chaussure d'une manière différente. Mais oui, on a repoussé un peu ce truc-là. Pour arriver parce qu'on voulait voilà, que les gens s'imprègnent de cette identité de marque et pas tomber en fait quand tu écoutes les gens, tu as l'impression qu'ils veulent juste que tu copies la Air Force One de Nike et la Vans et que tu mettes un bout de motif quelque part et tu dis c'est des valeurs, c'est Ngo. Mais en fait non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et le peu de fois on l'a tenté de faire des baskets ultra sobres, c'était pas du tout nos best-sellers en fait. Les gens ils viennent chez nous pourquoi? Et c'est là il faut revenir à qui est ton client, qu'est-ce qu'il veut ton client. Ils veulent se distinguer, ils veulent de la couleur, ils veulent de l'originalité, ils veulent pas une basket toute blanche quoi. Très, très clair, c'est hyper intéressant. On en parlait aussi un petit peu avant le début de ce podcast là, donc vous avez une dimension responsable qui est très forte. Sur la partie sociale, d'abord, puisque tu le disais, vous reversez une partie de votre chiffre d'affaires pour la construction d'écoles, etc. Vous travaillez avec des entreprises qui sont au Vietnam, qui sont des coopératives, etc. Mais aussi la partie écologique. Au début, vos chaussures n'étaient pas forcément recyclées, ou en tout cas, il me semble. Et maintenant, vous arrivez de plus en plus à mettre de matière recyclée. Comment vous arrivez à faire ça? Et je le rattache à une conversation qu'on a eue il y a un petit moment sur le fait que tu me disais, en fait, le recyclage de certains trucs c'est assez compliqué, et en plus quand tu mixes du recyclé et pas du recyclé, pour recycler quelque chose qui a été mixé avec des matières recyclées et des matières qui sont non recyclées, c'est très compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous arrivez de plus en plus à essayer de tirer sur de plus en plus de matières recyclées dans vos chaussures, et à quel point c'est compliqué, et comment on fait le distinguo dans tout ça quoi? Alors, en effet, au début de la marque, on avait tout de suite le côté artisanal, équitable et solidaire avec la construction d'écoles. Et on voulait aussi, dès le début, avoir une chaussure éco-responsable. Donc, on avait même à l'époque, on avait testé des chaussures en chanvre, on avait testé de la teinture végétale avec de l'indigo, du curcuma pour faire le jaune.
Bref, on avait oublié le côté technique de la chaussure et le côté durabilité. Donc ce n'est resté qu'à l'étape d'échantillon. Et en fait, on a lancé des baskets, les toutes premières, en toile de coton assez classique, où il n'y avait pas une notion éco-responsable dedans. On a commencé à le faire avec la deuxième collection. On avait du cuir et c'était du cuir sans chrome, donc un cuir plus écologique. Et surtout à partir de 2019, où pour la première fois, on a eu une chaussure à base de matière recyclée. Et c'est aussi la première année où on a fait notre bilan carbone. Ce qu'on a compris dans notre bilan carbone, là où on nous parlait beaucoup du transport, c'est que finalement, nous, à importer en conteneur maritime, et l'avion, ce serait différent, mais nous, on importe en conteneur maritime, c'est 5% de notre impact. Là où produire nos chaussures, c'est 75% de notre impact. Donc en fait, si on veut agir sur notre bilan carbone, c'est la chaussure en elle-même. Et donc dans la chaussure, on parle de quoi ? C'est l'achat des matières premières et l'acheminement des matières premières et l'assemblage de la chaussure. Ça, c'est en tout cas ce qu'on mesurait en 2019. Et puis petit à petit, on a été sur ah oui, mais il faut que la chaussure elle dure dans le temps. Donc analyse du cycle de vie et de la durée de vie de la chaussure. Et une fois que ta chaussure elle est usagée, et ben là, tu dois comprendre ok, comment je fais pour la réparer et prolonger sa durée de vie ou la recycler. Donc maintenant, donc ça, c'est entre 2019 et aujourd'hui. Donc maintenant, on calcule la chose dans sa globalité et ça nous amène à faire des choix différents. En 2019, c'était le début du recyclé. Donc c'était la grande mode de dire chaussures à 50% recyclées, chaussures, et c'était la guerre du pourcentage avec du gros bullshit et du gros greenwashing autour de tout ça parce que pas de normes et parce que, en fait, typiquement, je prends l'exemple de la semelle. Une semelle à 100% recyclée, ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu peux ajouter de l'intrant, et on voit beaucoup de choses à base de café, d'ananas, finalement on peut mettre ce qu'on veut dedans. C'est juste un intrant dans le caoutchouc. Tu injectes quelque chose dans le caoutchouc, mais il faut que à minima tu aies 70% de la chaussure qui soit du caoutchouc conventionnel pour que ça tienne la route, que ce soit solide, que ça fasse office de semelle, quoi. Donc en fait c'est un peu des logiques marketing sur lesquelles moi je suis pas très fan et mon associé non plus. Donc on a vite oublié ce côté-là pour en fait aller plus sur une logique de durabilité de la chaussure. Et surtout quand tu rentres dans le détail, tu te rends compte que une matière recyclée globalement elle est quand même plus fragile qu'une matière conventionnelle. Et tu vois, en 2024, pour la première fois, on a fait un choix à l'inverse de ça, c'est-à-dire qu'on a arrêté le cuir sans chrome pour revenir à un cuir pleine fleur, donc un cuir conventionnel, qui sur le papier est moins écologique, mais sur tous les tests qu'on a fait en laboratoire et au porté, sont beaucoup plus durables. Et on le voit, depuis 2024, on a un taux de retour qui a drastiquement diminué. Grâce à ce changement-là. Donc on étudie la chose sur sa globalité. Et tu pourrais évaluer le ratio de durabilité par rapport à justement un malheureusement non. Ça aujourd'hui aucune marque ne communique là-dessus et on nous demande souvent, mais en fait tu peux pas parce que tout dépend de l'usage que tu fais de la chaussure et de l'entretien que tu fais de la chaussure. Aujourd'hui on entretient mal nos vêtements et nos chaussures de manière générale. Donc quelqu'un qui le ferait prolongerait la durée de vie de ses chaussures. Nous les mecs, on a quand même tendance à avoir une paire de chaussures qu'on flingue en 6 mois et puis après on en prend une autre, là où les filles ont plutôt tendance à avoir plusieurs paires de chaussures et c'est la bonne manière pour prolonger la durée de vie des chaussures. Après toi, ça fait 6 mois que je les ai, elles tiennent très bien, tu vois. Et j'avoue que c'est celle que je mets le plus de toutes mes chaussures. Et j'avoue qu'elles sont nickel, franchement blanches et tout, ça se voit que t'en prends soin. Mais tu vois, tout le monde n'a pas la même notion de prendre soin de ses habits. En plus j'en prends pas spécialement soin. Enfin, je fais pas n'importe quoi avec, mais du coup ça veut dire que t'es satisfait, que c'est la preuve qu'elle dure dans le temps. Et ça me va bien comme retour. Mais tu vois, ce qui est dit dans la chaussure, c'est qu'une chaussure, ça absorbe beaucoup finalement l'humidité. Et donc, il faut faire reposer une chaussure. C'est-à-dire que normalement, il ne faudrait pas la porter 2 jours de suite. Tu la portes, tu la reposes, tu portes une autre paire de chaussures et tu la reportes Ça, j'ai jamais entendu ça. Et pour faire respirer et que finalement, du coup, ça améliore la durée de vie de la pour que ça reprenne un peu ses formes et tout. Exactement, c'est ça. Voilà, ça par contre je respecte pas du tout, tu vois. Donc c'est des trucs qu'on sait peu, nous qu'on essaie de communiquer à travers le blog, etc. pour donner des tips à nos clients.
Et pour terminer sur ce sujet de l'éco-responsabilité qui est très complexe et sans rentrer dans le détail, mais il y a le côté recyclé. Donc, qu'est-ce que tu mets comme matière qui est recyclée ou biosourcée dans ta chaussure, et tu as le recyclage. Et c'est deux notions différentes, parce que le recyclage d'une chaussure, aujourd'hui, c'est extrêmement technique. Pourquoi ? Parce que c'est multimatière. Aujourd'hui, en France, on sait recycler de la monomatière. C'est-à-dire qu'un polymère, donc un dérivé plastique, bouteille d'eau. par exemple, bouteille d'eau, si elle est 100% PET, voilà, du pétrole. Voilà, et bah ça, on sait le recycler parce que c'est 100% PET. À partir du moment où tu vas mettre autre chose dedans, donc ça va être par exemple 30% PET et 30% bambou, tu vois, par exemple, il y a eu une grande mode dans l'agroalimentaire où au moment où ça faisait green et que c'était du plastic bashing, il fallait dire, et c'est encore le cas d'ailleurs, moins 30% de plastique dans cet emballage, par exemple. Ok, mais par quoi c'est remplacé ? Bah, des fois, c'était remplacé par autre chose qui faisait que tu étais multimatière et donc arrivé en recyclage, on ne sait pas le recycler. Donc en fait, tu crées un outil marketing qui au final n'est pas recyclable derrière. Donc aujourd'hui, pour recycler une matière, le plus simple déjà, c'est d'être monomatière. Ce qui, dans la chaussure, est extrêmement difficile, à part avoir des bottes en plastique. En fait, bah, nous, tu as du cuir, tu as des œillets durs, donc ça, c'est compliqué aussi à recycler. Tu as du 100% PET recyclé pour les lacets, par exemple, et tu as, je le disais, du caoutchouc dans la semelle. Donc la première des choses pour recycler une chaussure, déjà, c'est désassembler les matières. Ouais. Et donc, principalement, la semelle de la tige, donc du reste de la chaussure. Et donc ça, il faut une machine pour ça. Nous, on travaille avec un acteur en France qui le fait et qui permet de le faire. Et aujourd'hui, il y a plus de solutions pour le caoutchouc qui permet on peut le mettre en copeaux et le réinjecter dans tout un tas de choses, des pistes cyclables, des aires de jeu pour enfants ou autres. Ouais. Ça, il y a des solutions. La tige, c'est beaucoup plus dur parce qu'en fait, tu as plein de matières de partout. Et du coup, on a du mal à le séparer et recycler chaque partie. Mais c'était intéressant ce que tu as expliqué sur les matières. Puisqu'en fait, on a l'impression des fois, en effet, quand tu as les bouteilles d'eau, 50% en matière recyclée, tu te dis « Ah, c'est cool, je vais plutôt prendre ces bouteilles-là. » Enfin, typiquement, moi, c'est le genre de comportement que je pouvais avoir, tu vois. Ouais. Et depuis que tu m'as dit ça, je me suis dit « En fait, ok, moi, vaut mieux acheter une bouteille en plastique. Même, vaut mieux boire de l'eau dans de robinet, hein. Enfin, c'est mon avis. Mais en tout cas, si jamais vous achetez des bouteilles, il faut peut-être mieux prendre des vraies bouteilles en plastique que des bouteilles à moitié recyclées, quoi. En gros, là, alors, encore une fois, je ne suis pas expert en recyclage, mais j'avais une conférence avec la personne qui gère le recyclage chez Veolia. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que on peut être capable de recycler 100% une matière, 100% quelque chose. Dès que tu commences à faire des multi-composants, là, c'est extrêmement compliqué. Donc, en effet, mieux vaut un 100% plastique, peu importe le polymère, que des divisions. Et je me rappelle même qu'il avait parlé des fameux bouchons qui, pour ne plus se perdre dans la nature, sont maintenant fixés à la bouteille, ce qui est en soi une très bonne chose, sauf que c'est pas la même matière que la bouteille en elle-même, donc ça crée aussi là un problème de recyclage. Donc il n'y a pas de recette miracle. En fait, on nous fait croire que on met dans la poubelle jaune, que ça finit dans une machine, que la machine a fait le tri et que boum, c'est recyclé, ou qu'on va mettre nos chaussures dans un bac et que ça va être recyclé. Non, c'est faux, c'est extrêmement compliqué, complexe. Et aujourd'hui, ce qu'on envoie à recycler, il y a beaucoup de choses où il n'y a pas de filière derrière, parce qu'il faut aussi une filière finalement économique derrière, et donc en fait ça finit enfoui ou brûlé parce qu'il n'y a pas de solution et que ça s'entasse, quoi. Donc finalement le mieux c'est limiter notre consommation, moins produire pour pas créer de déchets. Ça reste ça la règle numéro 1. Ouais, donc créer des vêtements durables, quoi. Exactement. En tout cas sur les vêtements, après sur le reste c'est valable aussi. Là on va passer un peu plus sur la partie e-commerce. Quand vous avez commencé en 2017, vous avez commencé avec un site, vous avez commencé à vendre sur votre site aussi, j'imagine. Aujourd'hui, vous vendez aussi en retail, etc. On dit dans l'écosystème e-commerce dans lequel, en tout cas, moi, je baigne, que les DNVB, donc les marques qui sont nées sur Internet, ou avant 2020, courant 2020, étaient très poussées par justement cette vague, notamment le Covid, que tu peux t'en sortir que sur Internet. Ça reste vrai pour quand même certaines marques. Mais on se dit c'est de plus en plus difficile.
Qu'est-ce que tu penses de ça en te remémorant justement votre lancement en 2017 et un peu aujourd'hui vous êtes présent dans des magasins, maintenant vous êtes beaucoup plus implanté au global, même votre site j'imagine a beaucoup plus de trafic que ce que vous aviez en 2017. Tu penses quoi du fait de dire que c'est compliqué de survivre que sur Internet? Alors moi, on m'a toujours appris qu'il fallait pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ouais. Donc pour moi, l'omnicanalité, ça sert à ça. C'est de jouer sur les avantages, mais aussi les inconvénients des uns et des autres. Donc dès le début de la marque, je ne voyais pas Ngo que en digital. Oui, on a créé le site donc en 2017 après le crowdfunding, ça a été notre premier canal de vente. Mais dès 2018, on était présent dans des premières boutiques. Parce que pour moi, les boutiques déjà amènent de la notoriété à la marque, une nouvelle clientèle qu'on n'aurait pas non plus. Dans la chaussure, ça permet aussi de voir les produits en vrai et de les essayer. Quand on ne connaît pas une marque, ça reste important pour beaucoup de personnes dans la chaussure. Et en plus, dès 2019, on a eu la chance de rentrer dans les grands magasins, donc les Galeries Lafayette à Haussmann, au BHV, etc. Donc là, une clientèle internationale, et on était positionné à côté de grandes marques internationales. Je me rappelle une vidéo que j'avais prise où je passais de Nike, Adidas, Coq Sportif et Boom & Go, 2 ans d'existence. Tu te dis, ça, en fait, tout ce que ça va m'amener, avant de l'avoir en digital, il va falloir un paquet de temps et de budget, quoi. Je te coupe, mais comment vous avez fait pour convaincre justement ces magasins de vous intégrer? Alors vous êtes une marque hyper jeune, vous sortez de nulle part, entre guillemets. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que... C'est quoi les arguments, quoi, tu vois? Nous, au début, clairement, les arguments, c'était quasiment que nos valeurs. C'est vraiment, pour moi, c'était révolutionnaire. Et j'avoue que 2016-2017, il n'y avait pas beaucoup de marques. Il y avait déjà Veja qui existait, mais il n'y en avait pas des masses. Donc, pour moi, c'était révolutionnaire. Et du coup, j'ai... Moi, fait le commercial au début, évidemment. Donc, j'ai pris ma voiture et le train et j'ai fait en gros les 20 plus grandes villes de France à pied, à faire du porte-à-porte avec ma valise et mes échantillons et aller voir toutes les boutiques de sneakers, de prêt-à-porter, etc. En me disant, ouais, ça va le faire, quoi. En fait, j'ai pris une claque monumentale parce que tous les indépendants m'ont dit, mais qui vous connaît? Personne n'est rentré dans le magasin en demandant du Ngo. Et surtout, il y avait la question qui revenait tout le temps, c'est chez qui vous êtes revendu? Chez vous d'abord, puis après. Voilà, exactement. Et du coup, ça m'a fait penser à la première expérience sur le CV. Tu vois, ok, mais vous avez passé l'expérience. Bah, d'accord, mais il faut bien que quelqu'un me donne cette première expérience. Donc, il y en a quelques-uns qui nous ont fait confiance depuis le début. Et d'ailleurs, malheureusement, donc, tu avais Kenka à Paris, Les Curieux à Lyon, qui malheureusement n'existe plus. Là, ils ont arrêté récemment. Ou encore Éthique et Chic à Toulouse, qui lui existe toujours. Donc, certains nous ont fait confiance. Mais pour moi, c'était pas suffisant. Et donc, j'ai inversé la chose. On a fait des salons. On a commencé à faire des salons à Paris, et donc le Who's Next, notamment à Paris. La première édition a été cata parce qu'on a fait l'erreur de ne pas aller le visiter avant. La deuxième édition a été la bonne. On a fait un beau stand et tout. Et c'est là où on a rencontré la Galerie Lafayette. Je me rappelle, ils sont venus à 3. Et ce qui les intéressait, c'est qu'à l'époque, on commençait à parler de mode responsable, qui voulaient des marques que nous avions identifiées et qu'on était là sur le salon à Paris. Avec des produits, encore une fois, qui leur convenaient. On ne parle pas que de valeur, il y avait un produit qui leur allait. Et ils lançaient Go for Good, je crois que c'était ça le nom de leur label. Et donc, en fait, on est rentré dans ce cadre-là. Et donc, c'est finalement les valeurs, les produits, certes, mais aussi les valeurs qui ont fait qu'on a pu rentrer plus facilement dans ces grands magasins. Hyper intéressant. Vous êtes aussi présent en ligne dans d'autres e-commerce que les vôtres, donc je sais pas, peut-être des Sarenza ou ce genre de plateforme. Pareil, comment tu les démarches, comment tu arrives à les convaincre, et est-ce que aujourd'hui ça te semble indispensable d'être vendu sur d'autres plateformes que ton propre site de e-commerce? Alors il y a eu la grande mode des marketplaces pendant un temps, donc on a été sur des marketplaces en dropshipping, ça se fait aujourd'hui beaucoup moins, donc ça c'est plus trop d'actu. Par contre, on essayait plutôt de rentrer en effet chez des Sarenza, où là, c'est de l'achat ferme. C'est-à-dire que nous, quand on vend un magasin, c'est de l'achat ferme. Il achète sur un salon 6 mois avant, on le livre, et quelque part, qu'ils vendent ou pas, nous, on est payé, et voilà.
il n'y a pas de retour, quoi. Donc, on cherchait à travailler avec des Sarenza ou des équivalents Sarenza de cette manière-là. Et on a travaillé avec Sarenza pendant plusieurs saisons. Comme ça, on ne travaille plus avec eux aujourd'hui. Parce que j'étais prêt à faire concurrence à mon site uniquement si vraiment j'avais vendu la marchandise. Faire concurrence à mon site alors que tu fais du dépôt-vente, je fais du dépôt-vente, ça m'intéresse pas. Donc ça, on a pu le faire, mais je le fais plus. Et aujourd'hui, alors on n'est plus chez Sarenza. Je serais prêt à y retourner parce que c'est un gros faiseur, mais je multiplierais pas non plus ces acteurs-là. Pourquoi ? Parce que en fait, les gens aujourd'hui vont beaucoup sur Google Shopping et qu'en fait, tu viens quand même mettre en concurrence. Tu maîtrises, à partir du moment où tu vends en achat ferme, tu maîtrises pas forcément le prix de vente. Donc, s'ils assassinent tes prix, en fait, tu te mets une balle dans le pied. Et généralement, ils ont des gros budgets Google. Et donc, ils peuvent venir concurrencer, monter les prix et prendre le dessus sur toi. Donc, j'ai pas d'avis tranché là-dessus. Ça dépend dans quelles conditions, quel stock on vend. Mais il faut faire attention à ça. Donc, on est chez certains. Mais aujourd'hui, on se sert plutôt d'acteurs sous forme de referral, donc de liens qui renvoient vers notre site ou beaucoup avec les CSE, par exemple. Donc, Etikado, Glady, EasyFeed, tous ces acteurs où les salariés ont des avantages et du coup ils connaissent Ngo grâce à ça, ils utilisent leurs points sur notre site. C'est plus comme ça que... Et tu les démarches, ces acteurs-là, justement pour qu'ils te référencent dans Alors au début, c'est eux qui nous avaient démarché et en fait, quand on a vu que ça marchait, maintenant on les démarche. C'est nous qui les démarchons pour être présents dans tous ces sites-là parce qu'en fait, c'est de l'acquisition quasi gratuite. Et pour le coup, c'est en plus généralement des plateformes privées, fermées. Donc en fait, tu n'as pas de concurrence sur ton site internet. Donc aujourd'hui, c'est plutôt ça qu'on utilise. Maintenant que les marketplaces sont moins en vogue et que même les achats les achats fermes sur un Sarenza, Spartoo, Zalando, c'est aussi compliqué. Financièrement, ils ont quand même plus de mal aujourd'hui à s'en sortir, quoi. Et tu me disais aussi que vous êtes en train de tester aussi VP. Quel est ton retour aussi là-dessus ? Est-ce que vous êtes obligé de massacrer vos prix ? Est-ce qu'en fait c'est plutôt du déstockage ? Enfin, comment tu te sers de cette plateforme-là et quels sont les avantages que tu vois à y aller ? Peut-être les inconvénients aussi, mais... Alors, ça, on l'a commencé à le tester, je crois, en 2023 ou 2024, quand on a eu des sujets de déstockage. C'est-à-dire que nous, le but déjà, pour revenir à la base, c'est de faire des collections permanentes, donc éviter le côté saisonnier de la mode, donc avoir des coloris plutôt basiques et des collections qui restent dans le temps, de manière à pas avoir un stock qui devient désuet au bout de quelques mois, que tu brades, et finalement quand tu brades, c'est là où tu pousses à la surconsommation et à la surproduction. Et donc, c'est pas du tout éco-responsable. Pour autant, tu peux pas faire toujours des bons choix. Et donc, tu as des coloris qui marchent pas ou des collections qui marchent pas. Et ça amène à faire du déstockage. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à rentrer en relation avec VP. Et aujourd'hui, on fait avec eux entre 2-3 campagnes par an pour du déstockage. Donc, en termes de marge, tu gagnes rien. Hein. Le but, c'est faire de la place dans l'entrepôt là où des produits te coûtent. Et VP a une telle force de frappe que, mine de rien, tu fais aussi de la notoriété de marque et de l'acquisition client. C'est entre 50 et 100 000 personnes qui visitent ta page pendant la campagne qui dure une semaine. Donc, c'est énormissime, quoi. Nous, 50-100 000 sur une semaine, on ne fait pas ça sur notre site. Donc ça, c'est des super indicateurs pour nous. En plus, on sait que c'est notre clientèle. Ils nous donnent les stats après à chaque fois de la ville, de l'âge, homme-femme, voilà. Dont tu peux disposer après comme tu veux, genre sur la partie emailing, CRM, Non, ça c'est RGPD oblige. On ne sait pas qui est le client final, on n'a pas les données clients, donc ça on peut pas du tout s'en servir. Par contre, on sait. Au global, il y a des stats, c'était 65% femmes, 15% venaient de Paris et c'était plutôt la tranche 30-35 ans, par exemple. Et du coup, ça permet de se dire, OK, ça correspond à notre clientèle qu'on cible et qu'on a sur notre site internet, donc c'est cohérent. Et potentiellement, c'est des gens qui derrière peuvent rester fidèles à la marque. Trop bien. Donc, vous faites du e-commerce depuis le début, on vient de le dire.
est-ce qu'il y a 2-3 éléments ou moments spécifiques où tu te souviens d'un impact important que vous avez eu sur le site en mettant en place des trucs, et que ce soit des impacts positifs ou négatifs? Est-ce que tu te souviens de trucs, je sais pas, je m'étais mis en exemple, par exemple, tu as mis Apple Pay sur ton site, tu as fait plus 10% du jour au lendemain, enfin, peut-être pas, mais est-ce que tu as des exemples un peu comme ça en tête? J'aimerais bien si je faisais plus de 10% juste avec Apple Pay. Alors, les moyens de paiement, ça, oui, ça a été un impact. Je n'ai pas de chiffres en tête, mais quand on a mis Apple Pay, qu'on a mis le 3 fois ou 4 fois paiement sans frais, ce genre de nouveaux modes de paiement, il y a eu un impact. Et ça, pour le coup, on l'a fait assez tard. On l'a fait l'année dernière seulement. Donc ça, c'est quelque chose que je retiens. Ensuite, il y a le cross-selling. Quand on a retravaillé notre module de cross-selling, et nous, du coup, pour mettre un imperméabilisant, un nettoyant pour basket, une nouvelle paire de lacets, ce genre de choses, vous irez voir le site, mais je trouve que c'est plutôt bien fait. Et ça nous a bien aidé à augmenter le panier moyen. Trop bien. Voilà. Et puis, il y a quand même aussi quelque chose qu'on a vu de l'impact, c'est quand on a réduit tout le tunnel d'achat. C'est bête, mais à l'époque, c'était pas si évident que ça. Et donc, quand on a réduit les étapes, et ben en fait, t'as quand même beaucoup moins de déperdition. Donc ça a été extrêmement utile. Et si une dernière chose quand même aussi, c'est les abandons de panier. Quand je me suis rendu compte du pourcentage d'abandons de panier, ce que je ne suivais pas au début et qu'on a commencé à le suivre, j'ai trouvé ça stratosphérique. Et là, on s'est mis à essayer de le diminuer et on l'a bien diminué. Et du coup, clairement, ça a été un impact. Vous êtes passé par de l'emailing automatisé, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Ouais. Petite parenthèse sur la partie cross-sell, on a un client qui s'appelle Pini Parma qui vend des vêtements made in Italy. Et quand on a refait le site l'année dernière, on a mis dans le cross-sell justement du panier des cintres qui sont vendus 22 €. Donc c'est cher le cintre, tu vois. Et en effet, ça fait augmenter le panier moyen de façon significative. Et en fait, ils ont dit on n'a jamais vendu autant de cintres, tu vois. Parce qu'en effet, dès qu'il y a un costume, tu vois, on a fait une automatisation qui fait que tu proposes un cintre. Et donc, c'était assez drôle d'avoir ce retour aussi. Du coup, c'est ce que tu expliquais sur les imperméabilisants, c'est exactement ça, tu vois. La complémentarité est importante. Et c'est un niveau d'ajout au panier qui est pas énorme, tu vois, tu fais pas x2, on te demande pas d'acheter une deuxième paire de chaussures, tu vois. Non, c'est ça, je pense qu'il faut que le cross-sell, pour être efficace, il soit pertinent. C'est proposer des produits qui soient cohérents avec le produit qu'on a acheté, et c'est pas toujours le cas. Et à un niveau en effet de prix qui corresponde à un pourcentage pas trop élevé de ton panier actuel, et le côté frais de port offert, enfin atteindre un montant pour les frais de port offerts. Ça aussi, c'est impactant. C'est-à-dire que tu dois rajouter 10 €, on te propose un imperméabilisant à 10 € et tu as les frais de port offerts. Bon, bien sûr. Tu vas davantage le faire. Complètement. Est-ce que vous avez déjà testé Pinterest ou TikTok Ads? Et si oui, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les retours sur investissement que vous avez pu avoir, comment ça a fonctionné, etc. Alors, on l'a pas testé, on en a déjà parlé longuement plusieurs fois. Sur TikTok ou sur Pinterest? Plutôt Pinterest. Okay. Enfin, on a parlé des deux, mais le sujet le plus chaud, c'était plutôt Pinterest. Mais on ne l'a pas fait parce que, en fait, nous, aujourd'hui, on a à peu près en moyenne, on a 5 000 € par mois de budget ads, donc principalement Meta Ads et Google Ads. Si tu y vas, c'est soit tu augmentes ton budget ads, mais nous, c'était pas forcément l'idée. Les nouveaux budgets, on préfère les mettre ailleurs. Donc, ça aurait été d'utiliser ce budget de 5 000. Et en fait, du coup, tu divises tes forces. Donc, mieux vaut centraliser sur Meta et Google qu'aller mettre 200, 300, 500 € sur Pinterest où ça va un peu faire flop, sans compter le temps que ça demande. Et c'est un algo différent, etc. Donc, on a pour le moment décidé de ne pas le faire. Et puis, par contre, de plutôt utiliser Pinterest et TikTok en organique, déjà aussi dans un premier temps. Déjà le taffer en organique, TikTok, on a du mal parce que ça prend beaucoup de temps. Et Pinterest, ça y est, on a commencé à cleaner, à s'en servir pour en referral, quoi, vraiment. Et ça marche plutôt bien d'ailleurs. Ok, hyper intéressant. Donc plutôt y aller, mais de manière organique, en tout cas dans un premier temps, quoi. Ok, très cool. Est-ce que alors, je vais te poser une question, tu vas me répondre oui d'avance, mais tu vas voir que ça va suivre. C'est en gros, est-ce que tu connais la répartition des ventes de tes produits de tes 20-80 ? En gros, tu as peut-être
4-5 paires de chaussures avec une couleur spécifique qui se vendent et tu as peut-être une quarantaine de produits aujourd'hui sur ton site, peut-être plus, je sais pas. Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais. Environ. J'imagine que tu dois en avoir 10 sur 40 que tu vends beaucoup, les autres un peu moins. C'est pour ça, on parlait de VP, etc. Mais c'est logique. Tu as besoin pour faire vivre ta collection d'avoir des couleurs aussi que tu sais que tu vas peut-être un peu moins vendre. Comment tu réfléchis à tout ça? C'est-à-dire, tu dis, OK, on sait que ces produits-là vont être beaucoup plus vendus potentiellement que les autres. Comment tu anticipes et tu mets en avant ces nouveaux produits? Est-ce que tu dis, mes nouveaux produits, je ne les mets même pas en avant sur mon site, je le fais que à travers la newsletter? Ou est-ce que tu es arrivé même à une réflexion, tu dis, en fait, on sait qu'on vend beaucoup ces produits-là, en fait, on arrête de produire les autres et on investit justement peut-être cet argent-là dans de la pub, etc. C'est quoi, je te pose cette question de façon assez naïve, parce que tu vois, moi, je n'ai pas de produit. Comment tu anticipes ce truc de se dire, de toute façon, je sais que certains produits vont moins marcher que d'autres. Comment je répartis un peu ce portefeuille produit? Alors, il y a eu plusieurs cheminements en fonction de la marque. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que produire au Vietnam, la problématique, c'est que c'est plutôt de la grande série. Donc, nous, on est le plus petit client de tous nos fournisseurs. Okay. Donc, heureusement que Ronan et puis on a Vin aussi qui travaille avec lui au Vietnam sont là-bas pour entretenir des relations en direct avec nos fournisseurs, parce que sinon on pourrait même pas produire là-bas. Okay. Aujourd'hui, nous à minima, il faut qu'on fasse 500 à la couleur, 500 paires à la couleur. Donc déjà, ça te limite. Tu peux pas te dire, allez, je lance un fuchsia, on fait une petite édition en 100 paires. Non, ça c'est pas possible. Tout de suite, t'es à 500. Donc t'élimines vite le côté c'est que marketing. Nous, à un moment donné, quand on lance un produit, il faut que ça se vende. Si on se dit déjà qu'il ne va pas se vendre difficilement ou que ce sera que du market, on préfère ne pas le lancer. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Et après, donc ça, c'est pour les coloris. Et après, pour les modèles, ce qu'il faut savoir, c'est quand on investit, on développe un nouveau modèle, il y a un investissement. Il y a un investissement dans les moules en acier qui servent à faire les semelles. Ouais. Ça, avec le prix de l'acier qui a augmenté, aujourd'hui, à peu près, c'est $1 500 par pointure. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a aujourd'hui peu de marques qui produisent du 50. Parce qu'en fait, il faut rentabiliser le moule. Donc, évidemment, tu le rentabilises plus sur du 42 que du 50. Ouais, c'est sûr. Donc, nous, on fait du 36 au 46. Mais vu qu'on a des partenariats dans le sport et notamment dans le rugby et le handball, on est monté jusqu'au 50 et même 51 sur certains modèles. Donc, 1500 à la pointure, plus après la forme, donc la tige, où là aussi, ça nécessite un investissement. Donc, avant de le faire, tu te dis, OK, va falloir quand même que ça marche. Donc, tu te poses plusieurs fois la question. Ce qui fait qu'au début de la marque, quand on a lancé notre best-seller, le modèle Saigon, en 2018, qui a été le modèle qui nous a aussi permis de rentrer aux Galeries Lafayette, dont je parlais d'attrait du produit, c'est ce modèle-là. Aujourd'hui, ce modèle Saigon, on a sorti une V2 en 2024. Ça fait encore partie de nos best-sellers, alors que c'est un modèle qu'on a sorti en 2018. Donc nous, pour nous, ça, c'est génial. C'est, en termes d'éco-responsabilité et de rentabilité de l'investissement, ouais. C'est parfait. Sauf que tu ne peux pas toujours réussir à faire ça. Donc c'est ce qui fait que tu retrouves des fois des modèles sur VP. Mais du coup, on s'est un peu trop caché derrière ça. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, quand on a eu ce modèle-là, on ne sortait que des variantes couleur et matière. Donc un suède, le modèle en toile, le modèle en cuir, etc. En se disant, très bien, on limite les investissements. Et comme tu disais tout à l'heure, en vrai, ça marche. Ça marche, donc vas-y, on continue, quoi. C'est cool, quoi. Et ça a eu ses limites et on a réagi un peu trop tard, où au bout d'un moment, les clients, et là, plutôt en magasin que le client finalement final, en magasin, ils commencent à nous dire vous êtes marrant, mais moi je veux de la nouveauté, de la vraie nouveauté, je veux changer de choses dans mon magasin, et donc faut m'apporter autre chose. Et on a un peu perdu les Galeries Lafayette, on est resté plusieurs saisons chez eux, on les a perdus à un moment donné, notamment à cause de ça. C'est-à-dire que pour nous c'était des nouveautés, pour eux c'est pas une nouveauté, quoi. C'est votre même modèle, vous voulez juste changer la couleur et ou la matière. Donc, quand on a commencé à perdre les galeries et autres, là, on s'est dit, faut qu'on réagisse. Et donc là, on a commencé à réinvestir dans des nouvelles formes. Et donc, aujourd'hui, on a une palette de différentes formes. Mais par contre, on a limité le nombre de coloris. Parce qu'à un moment donné, on veut pas trop produire. Donc, on a limité le nombre de coloris en se disant, on va plutôt proposer moins de coloris, mais plus de diversité modèle. Et là, l'étape d'après, c'est que même si nous, on change le modèle,
il reste la bande de tissu sur le côté où des clients nous disent « Ah bah c'est toutes les mêmes chaussures ». Alors que nous, ça se voit, quoi. C'est pas du tout la même semelle, la même forme, etc. Mais eux, ils voient la bande sur le côté, ils disent bah non, c'est les mêmes. Donc c'est la raison aussi pour laquelle en 2026, pour la première fois, on aura les motifs à un autre endroit de la chaussure. Et je pense que vraiment, les produits qui vont sortir en 2026, c'est la première fois où il y aura la plus grosse nouveauté qu'il y a jamais eu en termes de produits chez Ngo. Ça arrive quand, genre 2 janvier 2026 ou Généralement, ça arrive en février, la prod. Mais on fait toujours un peu de com, de teasing et de pré-vente avant. Donc ouais, je pense qu'on va commencer en janvier 2026 à en parler. Ouais. Très cool, hâte de voir ça. Tu parlais justement des collaborations que vous avez avec certains clubs de rugby, avec le H à Nantes notamment. Je sais aussi que tu fais beaucoup d'RP, enfin, en tout cas on voit, tu communiques beaucoup sur le fait qu'il y ait certaines stars qui portent tes chaussures. On a vu Mickaël Landreau, etc. Un présentateur aussi d'un journal sportif, je me souviens plus qui c'est, une autre personne. Comment tu arrives à... Alors, 2 questions. Comment tu arrives à toucher ces personnes un peu connues pour qu'elles aillent porter tes chaussures à un moment donné? Je crois qu'il y a un truc avec Thierry Lhermitte récemment, non? C'est pas ça? Comment tu arrives à les toucher, ces gens-là? Est-ce que tu vois un impact? Et un peu la même question sur la partie club sportif. Comment tu arrives à les toucher des clubs sportifs? Quel est l'intérêt aussi pour eux, tu vois? Et voilà aussi, quelles sont les retombées selon toi sur le sujet aussi? Alors déjà pour le côté ambassadeur, quand on travaille souvent avec des étudiants, ça revient tout le temps, c'est ah bah faut faire porter vos chaussures par des stars, par Mbappé, machin. Alors sur le papier ok, mais maintenant comment tu les approches? Et surtout quand ils sont trop connus, c'est des budgets énormes qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc quand t'as pas les budgets, faut être malin. Et pour être malin, et bah, c'est d'approcher des gens. Alors t'approcheras pas des gens qui ont la notoriété de Mbappé, mais d'approcher des gens où il y a un côté émotionnel, sentimental qui vont faire que gratuitement, ils vont porter tes chaussures. La première chose qu'on a fait, c'est de s'adresser à des gens franco-vietnamiens ou franco-vietnamiennes. Donc c'est comme ça qu'on a eu Frédéric Shaw, qui est l'acteur asiatique qui joue dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Julie Debona qui joue dans Le Comte de Monte Cristo. Voilà, des gens qui... Et là-dessus, merci Wikipédia, parce que des fois, tu peux pas le savoir. Et voilà, donc on s'est adressé à eux comme ça, et la relation s'est faite comme ça. Mickaël Landreau, c'est le côté nantais, et il est à fond derrière les entrepreneurs nantais. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir ces ambassadeurs-là. Et tu parlais de Thierry Lhermitte, ça, c'est d'autres partenariats. Donc là, en l'occurrence, avec le Nantes Atlantic Business Club et le Vendée Business Club, où il y a toujours un invité, généralement très connu, qui arrive pour parler de sa vie et de sa carrière. Et ben là, dans le cadre du partenariat, j'ai dit à Brice Pifto et Jean-Charles avant lui, est-ce que ça ne te dirait pas qu'on offre un produit personnalisé à chaque invité? Et eux, ça leur fait, c'est un cadeau pour l'invité, ça fait un truc original. En plus, là, Thierry Lhermitte, donc c'est une artiste, Marion Drapeau, qui est nantaise, qui a customisé la paire. En fait, il y a un côté en plus, là aussi, émotionnel et sentimental. Ouais. Donc, on se dit que la personne va apprécier, va porter la chaussure et donc faire parler de la marque ou être visible dans des endroits assez huppés où on aimerait bien être et où voilà, ça nous fait rentrer dans certains cercles. Ça, évidemment, c'est pas mesurable, on peut pas le savoir et ça se trouve, la paire est finie dans un grenier ou donnée à un pote, on ne sait pas. Mais finalement, ça nous, entre guillemets, ça nous coûte que une paire de chaussures parce qu'on ne paye pas pour tout ça. Donc je trouve que c'est là où je dis c'est être malin, c'est réussir avec peu de budget à s'adresser à des ambassadeurs, des influenceurs d'une autre manière. Trop bien. Et pour les clubs sportifs, c'est un peu la même manière. Moi, là, ça la rejoint le côté passion. C'est que moi, je suis sportif et un gros passionné de sport. Et j'ai eu envie de créer des partenariats dans les sports qui m'animent. Et donc, ça a commencé avec le HBC Nantes en 2019 parce que je faisais du handball. Je me suis dit, trop bien, club nantais. En fait, j'ai contacté Thomas sur LinkedIn, qui est devenu un pote depuis. Et en fait, ça s'est fait en 2-3 rendez-vous. Et ça a été hyper facile et hyper limpide. Et on est encore partenaire aujourd'hui. Le Stade Français au rugby, pareil, ça s'est fait assez facilement. Et en fait, tu te rends compte que quand tu arrives avec tes valeurs, avec une proposition de co-branding pair, ce qui est assez rare, parce que la chaussure, c'est souvent délaissé en termes d'habits pour les sportifs, au-delà en dehors du terrain. En dehors du terrain. Souvent, ils ont les
costumes, mais pas forcément les chaussures. Et ben voilà, on s'ouvre des portes. Et le meilleur exemple pour ça que je cite souvent, c'est le Tour de France. Moi, je suis cycliste. Pour moi, le Tour de France, c'était le Graal d'un point de vue cyclisme. ASO, pour moi, c'était inatteignable. Et ce que j'ai fait, c'est que donc on a été partenaire du Tour en 2022. On a fait la première et la seule chaussure co-brandée pour le Tour de France. En fait, pour le Poisson d'avril, on a dit voilà, la paire à pois rouge, donc le fameux maillot à pois rouge. Mais c'était une blague, c'était le Poisson d'avril. Et en fait, les gens ont rigolé de ça, ont vanné, ont commenté. Donc j'ai pris des screens, j'ai contacté une vingtaine de personnes sur LinkedIn d'ASO, mais vraiment, voire même peut-être une trentaine, en leur envoyant le screen et en disant en vrai, ce serait drôle qu'on le fasse, quoi. Ouais. Et je suis tombé sur la bonne personne qui m'a dit il y a un changement de partenaire sponsor. Ils font pas forcément de chaussures, c'était Jules. Il serait ouvert et en une visio, ça s'est fait. En une visio, on est devenu partenaire du Tour avec tout ASO équipé avec Noengo. Un truc que j'aurais pensé impossible. Et je termine juste là-dessus avec une petite anecdote, c'est que la personne qui m'a répondu et qui m'a dit en vrai c'est faisable, donc d'ASO, c'est une personne que j'avais vue quand j'étais étudiant et où j'avais cherché à faire partie de la caravane publicitaire du Tour en tant que job étudiant. Je l'avais vu en entretien, il ne m'avait pas pris. Et je le retrouve des années après et on crée un partenariat de co-branding sur la chaussure ensemble. Et là, il ferait une chaussure, c'est ouf. Trop cool. Il me reste quelques questions et après j'aurai mes dernières questions. Je vais en faire 2-3. Je vois le temps qui tourne, on est quasiment à 1 heure là. On s'était ciblé ça, donc je vais encore te prendre un petit quart d'heure si ça te va. Vous avez fait un repositionnement de marque un petit peu là récemment. Pourquoi l'avoir fait et est-ce que tu vois déjà un peu l'impact que ça a eu? Vous avez commencé à mettre certaines photos et tout. Est-ce qu'il y a un truc derrière ça qui a fait que vous avez décidé de changer un peu? Alors pourquoi on l'a fait? Parce que déjà toutes les marques à un moment donné rechangent leur identité et nous on l'avait jamais fait, donc il fallait le faire. Et parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui on a dans la mode responsable, on est reconnu et les gens, on va attirer des clients pour ça et via ça. Mais aujourd'hui, on a besoin de... Je veux pas me cantonner à cette niche et je veux aller chercher des gens qui vont venir par le côté mode et produit, tout en évidemment gardant nos valeurs. Mais tu vois, si on peut piquer un client d'une marque pas du tout responsable pour l'amener vers une marque responsable, c'est aussi ça, je trouve... quelque part j'en serais satisfait, donc ça a été ça la volonté et puis pour ça, vu que Ronan et moi on vient pas de la mode et c'est subtil, c'est des notions vraiment, c'est de l'image et moi qui suis expert comptable, qui suis plus rationnel, concret, tangible, tu vois, les chiffres etc, c'est des choses qui c'est pas mes compétences, donc faut le savoir. Et du coup c'est là où on a été recrutés, donc Oa et Marion, ça fait un peu plus d'1 an qu'elles sont chez nous. Et elles viennent de la mode, elles viennent de Paris et c'est leurs compétences. Donc on les a recrutés pour changer la plateforme de marque et l'appliquer. Et aujourd'hui, ça se retranscrit déjà dans les shootings, dans le Insta, dans tout ça. Le e-commerce, pas encore parce que c'est pas les mêmes budgets de changer un site, donc ça viendra. Et les produits, ça a commencé déjà un peu et ça va surtout arriver, comme je disais, en 2026. Trop cool. J'ai 2 questions et après on passera à mes petites questions de la fin qui sont rapides. On en a parlé un peu en off tout à l'heure. Vous faites jamais de soldes. Comment vous arrivez à tenir face à d'autres marques concurrentes qui font des soldes? Quelle est votre stratégie autour de ça? Peut-être pour aider, cette question-là elle est intéressante pour des marques qui vont nous entendre et qui elles aussi ne voudraient pas forcément faire des soldes et donner un peu la stratégie autour de ça pour réussir à quand même résister sur les périodes de soldes aux concurrents, quoi. Alors au début on était en 0 promo. Pourquoi? Pour les logiques que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous on est des modèles intemporels permanents, donc il n'y a pas le côté saisonnier qui est le principe des soldes, de déstocker les choses de saison, et comme ça aussi on ne poussait pas à la surproduction et la surconsommation. Sauf que plus tu développes des produits, plus tu te retrouves potentiellement avec des produits qui ne sortent pas, qui ne se vendent pas bien. Donc on a fait le choix de pas forcément faire de promo de solde, en tout cas sur les nouveautés ou les produits qui marchent bien, mais de dire on identifie les produits qui ne marchent pas assez
et dont on veut arrêter la production. Et on dit, bah voilà, jusqu'à épuisement des stocks, ces produits-là seront dans ce qu'on appelle les archives sur notre site internet. Et au début, on l'a fait ponctuellement. Et finalement, en fait, on les a laissés toute l'année. Donc en disant, bah, on ne fait pas de promo. Et vous ne retrouverez pas nos nouveautés et nos meilleurs modèles en promo, ça c'est sûr. Par contre, nos modèles qui sortent moins, bah, si vous les achetez à plus petit prix, c'est une manière d'accéder à une mode responsable de façon plus accessible. Et c'est ces mêmes produits qu'on retrouve sur VP dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et on a eu un changement de stratégie qui est là en cours. C'est qu'en fait, on a quand même été confronté à quelque chose qu'on ne voulait pas à la base, c'est habituer nos clients à des petits prix. Ouais. Nous, nos produits sont plutôt au-dessus de 100 euros, donc entre 100 et 130 euros. Alors, on a un premier prix en toile à 90 euros, donc on va dire entre 90 et 130 euros. Et en fait, en faisant ça, on a vu le panier moyen baisser, forcément. Donc, on a décidé au début de l'année 2025 de stopper les archives, donc on les a supprimés du site, et de faire que via VP. Et en fait, on s'est rendu compte, et encore plus en ce moment, qu'il y a quand même une dépendance au petit prix. Donc là, on les a réactivés, mais avec une politique différente, de se dire plutôt que de les laisser toute l'année et sans communiquer dessus, et ben on les met à des phases et un peu comme VP, avec des campagnes, des durées de début et de fin, et sur lequel on communique, et notamment newsletter. Et là, on l'a fait, c'est tout récent, ça date de quelques jours, de quelques semaines. Et il y a eu un très bon retour et un très bel impact sur les ventes. Donc on se dit qu'on va le conserver comme ça. Et du coup, pour revenir sur ta question avec les soldes, c'était en effet, nous, une période où on était moins bon. Parce que les autres marques en profitaient, pas nous. Même si on communiquait sur nos archives qui étaient là, mais il n'y avait rien de nouveau en soi. Du coup, là, on va pouvoir communiquer sur ces archives pendant la période des soldes. Et du coup, j'ose espérer qu'on va avoir moins de déperditions face à nos concurrents. Ouais, complètement. Il y a des trucs aussi qu'on fait des fois avec certaines marques, c'est plutôt sur des nouveautés, une période où tu peux potentiellement avoir une mini remise sur des clients à un certain niveau. C'est-à-dire des gens qui t'ont déjà acheté 2-3 paires pour pouvoir, sur une certaine période donnée, avec un accès, tu vois, dédié. C'est-à-dire que tu peux flaguer certains clients pour qu'ils accèdent à ton site une semaine avant le lancement de ton produit, par exemple, et ils ont le droit à moins 10 ou moins 15 euros, tu vois, sans faire des grosses remises. Ou même pas du tout faire de remise, mais tu as accès avant au produit, tu vois, tu as ce petit côté un peu en gros privilégié qui est hyper cool, tu vois. Ça, on le fait avec nos préventes, justement, où du coup, on l'ouvre à nos meilleurs clients, à nos ambassadeurs, et puis après au grand public, en amont, avec un tarif... généralement, c'est moins 10, moins 15%, c'est pas énorme, mais ça permet d'avoir ce côté-là. Et on travaille aussi avec des acteurs digitaux comme Choose, Toasty ou Coca en Suisse, qui eux, justement, sont les acteurs où c'est plutôt des applications et tu découvres des marques et des nouveaux produits. Et donc, ça nous sert à la fois pour de déstockage, donc là avec des remises plus importantes, et en même temps d'acquisition client, et donc de montrer nos nouveautés, où là tu vas retrouver que du moins 10 ou du moins 15, mais où ce côté, c'est un petit code promo, mais qui permet quand même de fidéliser et d'acquérir, quoi. Complètement. J'ai une petite question polémique, et puis après on finira avec mes questions. J'ai l'impression, en tout cas dans le monde des vêtements, après je suis pas un expert du sujet, mais qu'il y a un peu deux mondes qui se séparent. C'est les personnes qui vont aller acheter des produits premium ou éco-responsables, un petit peu comme tu peux le proposer, et de l'autre côté, tirer vers l'extrême low cost du genre Temu, Shine, etc. C'est quoi ta vision là-dessus ? Est-ce que tu es encore optimiste sur le fait que on puisse arriver à tirer certaines personnes justement vers peut-être un middle market, tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment en train de se séparer. Est-ce que tu es d'accord avec ça, ou qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors c'est sûr qu'il y a plusieurs modes. Aujourd'hui, le mass market et les Shine, Temu dont tu parles, c'est la grosse majorité du marché, hein. Nous, la mode responsable, c'est vraiment niche. Mais est-ce que toi, dans cet écosystème de fashion, du coup, est-ce que t'entends des trucs ? Est-ce que les gens te disent c'est de pire en pire ils prennent de plus en plus de parts de marché ? Alors, je reste optimiste, mais la réalité est que là, depuis 2 ans maintenant, ces acteurs-là ne cessent de grandir, et les marques responsables ou les magasins indépendants responsables, etc., ont plutôt tendance à mourir. Donc, c'est sûr que la tendance, elle est plutôt en leur faveur
qu'en la nôtre, ce qui évidemment va pas dans le bon sens d'un point de vue environnemental, parce qu'on crée clairement du déchet, hein, c'est de la mauvaise qualité, certes à pas cher, mais là pour le coup on peut pas le recycler, c'est même pas reportable en seconde main tellement c'est la qualité de merde, et donc ça finit dans les décharges et autres. Et il y a aussi le côté social qu'on parle peu, en tout cas pas assez, où c'est fait dans des conditions, c'est de l'esclavagisme, hein, très clairement. Donc ouais, la personne qui achète du chêne ou du tému favorise tout ça. La réalité, c'est que c'est beaucoup de jeunes. Donc c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on on dit souvent de la jeune génération, des 15 ans et plus, qui sont très éco-responsables, etc. Sur certains sujets comme l'alimentaire ou le sujet de l'avion, certainement. Mais la réalité est que sur la mode, pas vraiment. Et pour le coup, c'est quand même une industrie extrêmement polluante. Donc il y a des. Moi, je ne veux pas de politique, je ne veux pas en faire, mais il y a beaucoup de marques qui se mettent dans ces sujets politiques, et notamment la Fédération française du prêt-à-porter féminin et son président, qui est très visible sur LinkedIn et qui est en train d'essayer de faire passer des lois contre Shein et Temu. Parce qu'au-delà de tout ça, ce qu'il faut, au-delà de l'aspect environnemental et social, c'est qu'en plus, ils passent sous les radars des frais de douane. Donc, c'est-à-dire que nous, on paye plein pot de taxes, de tout ce qu'on veut, et on est réglo là-dessus. Et eux, ces gros acteurs qui font des milliards, ils ne payent même pas toutes les taxes que nous, on paye. Donc, en plus, il y a un côté injuste. Et donc là, il faut que ça légifère et qu'il y ait des normes qui passent là-dessus. Donc c'est ce qui est en train d'être... Alors je crois que c'est au mois de juin que ça doit passer à l'Assemblée nationale. J'espère que ce sera voté. Mais au-delà de ça, il faut, c'est sûr, faire de l'éducatif, même si c'est facile pour nous qui avons un certain pouvoir d'achat. Donc il ne faut pas tomber dans le côté moralisateur. Je comprends tout à fait que des gens qui ont moins de pouvoir d'achat aient envie de s'acheter un t-shirt à 5 € plutôt qu'à 40 €. Maintenant, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est au-delà de la planète et de l'humain, c'est qu'en fait, mieux vaut acheter 2 bons t-shirts de bonne qualité qui vont durer dans le temps, plutôt qu'acheter des merdes à pas cher où généralement, en plus, on réagit par le prix, on n'en a même pas vraiment besoin, on va à peine le porter, ou au final, au premier lavage, il va être flingué, et en fait, on va le balancer. Et donc, en fait, on en aura acheté 10, on aura dépensé plus cher pour rien au bout, quoi. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de faire passer comme message. C'est pas évident, il ne faut pas tomber dans le côté moralisateur, il faut comprendre les aspects sociaux de chacun. Et c'est ça qui rend la chose complexe. Mais je reste optimiste sur le fait qu'on va y arriver quand même. Ok, bon, c'est bien, c'était une bonne note. Quasi finale. Maintenant, je vais passer sur mes questions récurrentes. Si tu devais donner ton meilleur moment dans l'aventure Ngo, ça serait quoi ? Il y en a plein. J'en ai un peu parlé, mais les meilleurs moments, c'est quand même, en tant qu'entrepreneur, c'est quand même souvent les succès commerciaux. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens. Donc, je dirais les Galeries Lafayette. Là, à ce moment-là, il est marqué à vie quand je vais à Haussmann et que je vois mes chaussures dans les grands magasins parisiens. J'en ai parlé aussi, le partenariat avec le Tour de France. Donc là, c'est le cœur qui parle. Et ouais, quand je suis invité sur une étape du Tour et que je vois tous les gens d'ASO avec les Ngo au pied, ça, je trouve ça fou. Et aussi quand même les moments d'humain, parce que nous on fait quand même aussi beaucoup ça pour l'humain. Donc ça a été la rencontre avec les artisanes, la première rencontre avec les artisanes, et notamment une fête, une naissance qu'il y a eu dans le village. On est invité à la fête du village, et ça a été un moment extrêmement incroyable en termes d'émotion, de partage, alors qu'on parlait même pas la même langue. En plus, c'est ça qui est fou. Enfin, c'était vraiment fou. Et nos premiers recrutements. Et à chaque recrutement, moi, ça me fait quelque chose. Parce que c'est une personne de plus qui rejoint l'aventure Ngo. On va partager, mine de rien, nos semaines ensemble de travail. C'est pas rien. Et donc, moi, à chaque fois, à chaque embauche, c'est des moments forts. Et je me rappelle de chaque personne, qui soit resté juste 2 mois en stage ou des années. Je me rappelle de chaque personne, et j'ai tendance à plutôt me rappeler en tout cas, je m'efforce de me rappeler toujours des bons moments de chaque personne et ce que la personne a fait pour Ngo. Donc ouais, à la fois les succès commerciaux et les bons moments humains. Est-ce qu'il y a un moment plus compliqué dont tu te souviens aussi, un truc qui vous arrive et merde et tout, hyper chiant?
Eh bien là, alors il n'y a pas les non-succès commerciaux parce que ça je le prends plutôt comme des forces ou des moyens de rebondir ou de se dire ok voilà. Par contre il y a les mauvais moments humains. De la même manière moi je suis à fond sur l'émotion, voilà, tout ça ça me touche beaucoup donc je peux prendre de l'énergie positive mais je peux aussi prendre de l'énergie négative même si maintenant j'essaye vraiment de mettre de la distance vis-à-vis de ça et de travailler là-dessus et je pense l'avoir plutôt bien fait ces dernières années. Mais ouais, les premiers départs, les premiers clashs, parce que c'est l'humain, donc tu as toujours à un moment donné des désaccords ou autres, tu le prends à cœur et c'est dur. Tes premiers clients mécontents aussi. Dans la chaussure, tu as toujours des défauts qualité. Donc les gens, t'as beau être une petite marque ou autre, ils peuvent le prendre à cœur et moi aussi, et donc ça pareil, j'ai pris la distance, mais ça a été dur et c'est toujours dur. Et là aussi, j'ai pris la distance avec ça, mais la logistique. C'est-à-dire que la logistique internationale, pour faire venir des conteneurs, ça te fait passer par toutes tes émotions parce que tu ne peux rien faire. Tu as zéro pouvoir. Ton conteneur, il arrive quand il doit arriver. Tu as tous les sujets géopolitiques, maritimes, douane. Et je me rappelle d'une fois où, à Noël, le conteneur devait arriver et le 25 parce que la logistique ça s'arrête jamais, il m'appelait pour dire il y a des problèmes avec les douanes, il faut envoyer tel document, ils sont en train de bloquer le conteneur. Donc dans ces cas là tu as des contrôles de douane, donc tu payes le contrôle, ton conteneur il est immobilisé, ta marchandise est immobilisée, tu payes chaque jour d'immobilisation, pendant ce temps là tu fais pas de chiffre d'affaires, enfin bref c'est une angoisse horrible où ça c'est mes pires souvenirs, mais où maintenant je me dis bon écoute c'est comme ça, t'en as connu d'autres et j'essaye de prendre plus de relâchement parce que sinon ta santé y passe quoi. C'est un bon exemple, le truc du container. Dans une ancienne vie j'ai eu ce genre de truc aussi, mais pas en tant qu'entrepreneur donc c'est un peu moins impactant. Si tu devais donner 3 éléments qui fait que vous avez réussi, enfin vous avez bien réussi avec la marque depuis entre 2017 et maintenant, ce serait quoi? En gros, il y a 3 trucs où tu dis bon, on a fait ça. Je pense que le fait d'y mettre vraiment notre cœur, notre passion, notre ADN, nos valeurs, elles sont vraies et pas faire du greenwashing, ça s'est ressenti et ça a joué. Et ce qui fait que voilà, nos clients sont vraiment engagés dans la marque. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, le fait d'avoir trouvé un produit original qui est ça, comme je disais, clivant, mais on a trouvé notre patte, notre originalité, et ça, je pense que ça a joué. Et le fait d'y être allé étape par étape. Et ça, je pense, c'est aussi mon côté gestionnaire de se dire on brûle pas les étapes. Tu vois, le chiffre d'affaires montait petit à petit pour atteindre un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires au bout de 6 ans, je crois. Mais on l'a fait vraiment étape par étape, sans faire lever de fonds au début. On a fait que avec nos fonds, les fonds bancaires, Réseau Entreprendre, etc. Et ça a fait qu'on ne s'est pas brûlé les ailes, qu'on a réussi à asseoir une certaine pérennité. Et du coup, je parle de Réseau Entreprendre, ça me fait penser à une 4e chose, c'est se faire accompagner. Pas rester seul en tant qu'entrepreneur, se faire accompagner et apprendre des autres, me faire conseiller. Enfin, voilà, ça a été aussi, je pense, une force de se dire qu'on sait rien et qu'on doit tout apprendre et se le dire sans arrêt. Je pense que ça a été un moteur. Très cool. Est-ce que tu as un outil, un SaaS, un CRM autre que tu utilises vachement et qui n'est pas forcément très connu? Il peut être connu quand même, mais est-ce qu'il y a un truc, je sais pas, un Pipedrive ou un truc Non, en vrai, on utilise plutôt des trucs assez connus. C'est quoi l'outil que tu utilises le plus au quotidien? Moi, c'est Excel. C'est un vrai comptable. Tout simplement, c'est. Non, mais aujourd'hui, je suis beaucoup dans des missions, la direction générale de l'entreprise, donc suivre les indicateurs financiers, les chiffres, et en même temps, parler aussi bien de web market, de com que de produits, donc il y a un peu de tout. Mais oui, in fine, je regarde beaucoup des tableaux de bord et donc ouais, c'est Excel où on a des outils maintenant comme Agicap pour la gestion de la trésorerie qui sont très utiles. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné il y a des années et que tu suis encore? Ouais. C'est encore
encore une fois, c'est Raison Entreprendre. Catherine, qui était la directrice, qui disait un entrepreneur qui sort est un entrepreneur qui s'en sort. Et quand on dit qui sort, c'est qu'il sort de son bureau, qui va rencontrer du monde, qui va dans les réseaux, qui va apprendre des autres, encore une fois. Et quand je dis ça, c'est pas juste boire des bières et manger des petits fours. C'est être curieux, aller rencontrer d'autres personnes. Et ça, je le fais toujours, même si ma vie de famille fait que je peux le faire moins qu'avant. Mais la preuve, t'es là. Et là, oui, voilà, exactement. Et du coup, c'est ce qui fait que je refuse aussi jamais une rencontre, un café, un déj, un podcast, une invitation à intervenir devant des étudiants, etc. Parce qu'en fait, c'est se montrer, c'est parler de la marque, c'est créer du lien, c'est moi aussi, ça m'anime et je prends beaucoup des autres. Et je trouve ça hyper enrichissant de sortir de son bureau et d'être dans des relations humaines, parce que là, j'ai parlé d'Excel, mais heureusement que mes journées, mes semaines, c'est pas que ça, sinon je pèterais un plomb. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc ouais, c'est de sortir et d'être présent sur l'écosystème nantais et pas que. Très cool. Quelle personne tu me conseillerais d'inviter sur ce podcast pour te succéder? Oula, il y en a plein. Il y en a plein qui seraient intéressants. Si je devais en... je suis intervenu avec lui récemment. Simon de la marque... un autre Simon. Simon de la marque Rebond, qui est une marque nantaise, des ballons custom. Et pareil, en termes de valeur, de RSE, de projet de boîte, il présente bien, il parle bien. Enfin, on était sur une table ronde tous les deux récemment et lui, je pense qu'il serait très intéressant à inviter. Je l'avais déjà listé dans mes prochains invités. Très bien. Avant de finir, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut suivre la marque, te suivre toi, si on veut te contacter, si on veut aller acheter tes chaussures? Alors, me contacter, moi, je suis très LinkedIn, donc il ne faut pas hésiter sur LinkedIn. Et la marque, donc, on a 2 sites internet, ngo-shoes.com, qui est le site français, et donc qui est sur PrestaShop d'ailleurs, mais aussi ngo-shoes.de, qui est là pour le marché allemand. On n'en a pas parlé, mais on a aussi beaucoup. Jamais des Allemands qui nous écoutent. Non, mais bon, si jamais, voilà, en tout cas, sachez qu'on est aussi beaucoup présent en Allemagne, et là sur un Shopify pour le coup. Donc, allez sur le ngo-shoes.com, bien sûr. Et sur ce site, au-delà d'avoir des infos sur la marque et de pouvoir commander les produits, il y a aussi nos points de vente. Et donc là, vous retrouvez toute la liste des magasins pour celles et ceux qui ont envie de voir en vrai les Ngo, de les essayer et aussi de faire vivre nos commerces parce qu'aujourd'hui les commerces physiques sont dans le dur et donc c'est bien aussi d'acheter et de soutenir le commerçant qui est à côté de chez nous. Trop bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup Kevin. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Ciao.